Voilà. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés, inscrits. Vous êtes assez nombreux, donc on est ravis que le sujet vous parle. On a un petit peu l'actualité qui porte aussi la thématique. Donc, voilà, il y a une synchronisation des planètes là qui fait que ce webinaire semble attirer du monde. Je vous présente rapidement donc, le programme du jour. Le premier point, ça va être juste de vous faire un petit point sur un décret qui est paru le 5 janvier, donc qui est tout frais, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Ensuite, on laissera la parole à M. Braque pour GRDF, pour présenter donc les chaufferies et solutions gaz. Ensuite, M. Dos Santos de chez Agronergie, qui est une entreprise qui est spécialisée dans l'implantation de chaudières biomasse. En troisième intervenant, ce sera la compagnie parisienne de chauffage urbain avec Jean-Baptiste Bailly. Et enfin, pour finir le tour de table, Benjamin Hendrix. Alors, je suis désolé, du coup, je n'ai pas noté le nom du deuxième intervenant, Emmanuel. Et donc, voilà, c'est l'entreprise Valotech Energy et qui est spécialisée dans l'implantation de pompes à chaleur et de chaudières à cogénération. Et puis, on se garde un petit temps de questions et réponses à la fin. Pour les questions-réponses, c'est un peu plus simple à gérer pour nous si vous pensez à utiliser l'onglet questions-réponses que vous voyez s'afficher normalement en bas de votre écran, le petit Q et R. Voilà. En guise d'introduction, donc je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Agence parisienne du climat, c'est une association créée en 2011 par la ville de Paris pour accompagner la mise en œuvre du plan climat-air-énergie. On a donc fêté nos 10 ans et demi là, récemment. Notre champ d'intervention, c'est tout ce qui concerne le plan climat-air-énergie, donc le changement climatique à Paris, et puis ce qui compose le bilan carbone à Paris, en particulier le monde du bâtiment. Et on travaille également sur des sujets comme l'eau, la maîtrise de l'eau, la végétalisation, le rafraîchissement, la qualité de l'air. Et on travaille à la fois auprès des particuliers et des copropriétaires, mais aussi des acteurs économiques, des professionnels du bâtiment, dont un certain nombre d'entre vous fait partie, et puis des décideurs locaux et internationaux et des pouvoirs publics. Concrètement, pour le secteur du bâtiment donc, qui nous anime aujourd'hui, la plateforme d'accompagnement s'appelle Coach CoPro. Et Coach CoPro, c'est une plateforme qui existe dans un certain nombre de métropoles en France, et notamment la métropole du Grand Paris, et qui propose l'accompagnement gratuit d'un conseiller ou d'une conseillère, des outils de mobilisation, à la fois des fiches, des retours d'expérience, des partages d'informations sur des copropriétés qui ont déjà mené leurs travaux, et puis un annuaire de professionnels qui souscrivent à la démarche de la réduction des gaz à effet de serre et des consommations d'énergie. Et juste pour finir mon introduction, je vous informe que le prochain webinaire aura lieu le 19 mai à 14h30. Et on va essayer de répondre à vos questions sur les démarches d'urbanisme qu'il faut prévoir et anticiper quand on fait des projets de rénovation énergétique en copropriété, bien sûr. Voilà. Pour revenir donc sur l'actualité du décret du 5 janvier, donc le décret 2022-8, alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'objet du décret, c'est interdire l'installation d'équipements de chauffage ou de chaude sanitaire qui émettent plus de 300 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure PCI. Alors, ça semble un peu technique comme ça, mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le fioul et le charbon vont plus être des candidats à l'installation, hein, que ce soit en neuf ou en rénovation, parce que leur bilan carbone est supérieur à ce seuil qui est défini de 300 grammes. Donc 324 pour le fioul et 385 pour le charbon. Ça concerne à la fois le neuf et la rénovation, et ça concerne aussi bien le résidentiel que le tertiaire. Donc, a priori, la plupart des gens qui sont connectés aujourd'hui
sont concernés et intéressés par ce décret. Et c'est un décret qui entre en vigueur au 1er janvier 2022. On note quand même quelques exceptions qui ont été prévues dans ce décret. La première, une impossibilité de se raccorder au réseau de gaz ou de chaleur urbaine. Une exception qui est similaire, qui est la nécessité de renforcer le réseau public électrique. Évidemment, si vous étiez sur une chaufferie fuel avec une grosse puissance et que vous souhaitez passer en chauffage individuel électrique et aux chaudes sanitaires électriques, vous allez avoir des appels de puissance qui vont être bien supérieurs, ce qui peut nécessiter de renforcer le réseau sur la partie qui appartient à la collectivité, à Enedis. Et dans ce cas-là, ça peut être une des exceptions. Et puis enfin, si ce changement serait incompatible avec d'autres dispositions réglementaires, donc il peut y avoir par exemple des questions de copropriété, de droit de la copropriété, d'empiètement sur des parcelles voisines, des règles d'urbanisme ou des choses comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Braque. Je vais couper mon partage si je retrouve le bouton. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Thomas pour cette parfaite transition en fait, par rapport notamment à la non-possibilité d'installer des chaudières fuel neuves à partir du 1er juillet 2022. Alors, je vais également du coup, vous partager. Hop. Ah, bah alors, si je commence par la fin, ça va être compliqué. Très bien. Bon, on va faire juste un petit tour, notamment des missions de GRDF, hein, si vous le souhaitez, parce que bon, voilà, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et avec qui on le fait, notamment. Donc, ben, voilà, nous sommes sur le réseau de distribution uniquement. Nous acheminons et nous distribuons. Alors, nous ne sommes pas fournisseurs, hein, bien entendu. Nous concevons, nous entretenons le réseau aujourd'hui pour apporter justement du gaz naturel auprès de plus de 11 millions de clients. Donc, je vais répondre à une question immédiate. Non, le gaz n'est pas mort. Voilà, je le dis. Pourquoi? Parce que je ne vois pas ce qu'on ferait des 11 millions de clients à rebasculer compte tenu des besoins sur tout le réseau électrique. Ça sera très compliqué. Donc, on ne sera pas mort demain. Et puis, non, le gaz n'est pas interdit. Voilà, ça c'est dit. Alors, aujourd'hui, effectivement, il est un petit peu plus contraint, notamment dans le neuf, par rapport à la réglementation environnementale 2020. Puisqu'il va falloir le mixer aussi avec d'autres systèmes, avec de l'hybridation notamment. Donc voilà, on est sur 200 000 km de réseau aujourd'hui actuel au niveau national. Question sécurité, aujourd'hui, c'est plus de 350 millions d'euros qui sont dépensés chaque année sur le réseau. Alors si je prends Paris, c'est quasiment 60 millions d'euros juste pour Paris. Et puis nous sommes 12 000 collaborateurs et nous sommes acteurs sur de nombreux marchés. Nous sommes dans le tertiaire, l'industrie, tout ce qui est aménagement, bien entendu, tout ce qui est promotion privée chez les bailleurs sociaux, mais également la copropriété, bien entendu. Donc voilà, pour le petit tour d'horizon de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc concernant la copropriété, notamment sur la région parisienne, nous sommes 6 personnes spécifiquement à nous occuper du marché de la copropriété, avec des responsables énergie dédiés à ce marché. Alors rentrons directement dans le vif du sujet, les actualités. On parle beaucoup de nous, bien entendu. Alors, c'est une situation exceptionnelle, c'est un contexte et c'est surtout une conjoncture aujourd'hui qui fait qu'il y a énormément de variations de prix. C'est assez drôle, hein. Moi, je distribue, je ne vous le vends pas, je ne suis pas fournisseur, mais je vais quand même vous parler prix. Parce que aujourd'hui, par rapport à l'annonce d'Emmanuel Vargon du 16 février, le dispositif d'urgence a été étendu, c'est-à-dire que le bouclier tarifaire notamment a été étendu aux copropriétés. Ce qui est nécessaire parce que on a vu énormément de fluctuations et énormément de variations, notamment sur la tarification. Il y a certaines copropriétés qui étaient encore sous des contrats, des offres de marché de 3 ans bloquées à 25 € le mégawatt. Donc, autant vous dire que c'était vraiment pas cher. Aujourd'hui, ce bouclier tarifaire a pris en considération le tarif réglementé qui est à 64,9 € du mégawatt. Donc, vous voyez, vous avez un petit tableau sur la droite qui vous montre également les variations
voilà, qu'ont pu connaître notamment les offres de marché, parce qu'on est même monté jusqu'à 124 euros du mégawatt sur le mois de février, sur des offres de marché, hein, je précise bien, pour redescendre notamment à 96 euros actuellement. Alors aujourd'hui, malgré ça, hein, malgré cette hausse conjoncturelle, et je précise qu'elle est conjoncturelle, il ne faut pas oublier que le gaz, depuis ces 12 dernières années, a malgré tout été l'énergie la plus stable au niveau tarifaire. Ça, je tenais à le préciser aussi. Et puis, de l'autre côté, on parlait du fuel, hein, et notamment de la non-possibilité d'installer des chaudières fuel. Vous voyez, je vous ai fait une petite capture écran. Voilà, on est à 1,50 € du litre aujourd'hui. On est monté quasiment à 1,95 € du litre au mois de février. Donc, voilà, ça fait de très, très grosses variations. Et aujourd'hui, le fuel, il a tendance encore plus à s'envoler. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a intégré le bouclier tarifaire et qu'on accompagnera un certain nombre de copropriétés. Le passage au fuel. Alors, le passage au fuel. Alors, c'est une conversion simple qui ne touche pas au logement, donc ça touche uniquement à la chaufferie, donc on vient vers le gaz. Jusqu'à 30% d'économie pour une copro qui est valorisée dans le temps, ça c'est clair. Aujourd'hui, c'est un dispositif d'aide, et puis c'est surtout 50% de CO2 en moins, et c'est un logement plus respectueux de l'environnement. Alors oui, nous sommes une énergie fossile. Vous voyez, je fais aussi des questions-réponses. Hein. Oui, nous sommes une énergie fossile. Mais nous travaillons sur nous-mêmes. Il y a quand même une stratégie aujourd'hui qui est développée chez GRDF et je vous le montrerai par la suite. Donc, la tendance au verdissement du gaz est une participation active à la transition énergétique par le développement du biométhane. C'est une précision qui a tout son sens aujourd'hui. C'est la 3e révolution gazière pour GRDF. Donc, voilà. Par rapport au fuel, clairement, c'est des émissions moins importantes. C'est la volatilité du prix, malgré tout, qui est beaucoup plus contrôlée sur le gaz. Les nuisances olfactives, ça, on va en parler. C'est vrai que quand on rentre dans une copropriété qui tourne encore au fuel avec une vieille chaudière, on le sent plutôt tout de suite, en règle générale. Un taux de vétusté moyen de 80% sur les chaufferies fuel, donc qui est vraiment très, très important. Une avance de trésorerie, parce que comme vous avez pu le voir, hein, la fluctuation, notamment, on ne fait pas rentrer millilitre par millilitre dans une copropriété, donc automatiquement, il va falloir monopoliser une sérieuse avance de trésorerie, surtout actuellement. Création éventuellement de valeur dans l'immeuble, et puis les contraintes d'approvisionnement, parce que le gaz, c'est une énergie disponible en réseau, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Je vous ai mis un petit exemple, hein, tout simple, sur une petite copropriété dans le 16e que l'on vient de faire, d'une vingtaine de logements, voilà, avec une consommation estimée au fuel de 22 700 litres pour les 2 usages, hein, eau chaude sanitaire et chauffage. Aujourd'hui, si on prend le prix moyen du litre de fuel actuel, on est quand même à 34 000 € qu'il faut sortir, clairement. J'ai fait une projection annuelle, bien entendu, mais comme j'ai pris par exemple le tarif réglementé, hein, sur lequel est fixé le bouclier tarifaire, pardon, là on est sur moitié moins, on est sur 17 000 €. Et malgré tout, voilà, on est sur des tarifications conjoncturelles, que je reprécise, et qu'on était sur des offres de marché il y a approximativement 2 ans, des offres bloquées à 2-3 ans, qui tournaient entre 30 et 35 € du mégawatt. Donc, vous voyez, ça fait quand même un écart très, très important. Donc, même avec un prix de marché élevé contextuellement actuel, hein, si on prend le prix à 96 € du mégawatt, on est sur 25 000 € de consommation sur les 2 usages en eau chaude, chauffage. Donc, pour 34 000 sur du fuel. Donc, voilà, même si on prend le côté le plus défavorable actuel du contrat de marché qu'on peut trouver, de l'offre de marché qu'on peut trouver, on est sur du 25 000 €. Alors, j'ai mis également un petit exemple, hein, d'une copropriété à vendre, hein, qui a également passé le pas d'une conversion fuel-gaz. Et aujourd'hui, clairement, ils ont divisé la facture par 2. En complément, il ne faut pas oublier qu'on est sur des systèmes THPE, hein, sur de la chaudière à condensation. Donc, clairement, on est sur des gains relativement importants. De plus, cette chaufferie, avant, ils ont décidé de la connecter. Donc, ils ont connecté leur chaufferie et ils ont un pilotage beaucoup plus affiné, je dirais, de la copropriété, fonction des besoins, fonction des interventions avec l'exploitant. Ça a été mis en place. Et aujourd'hui, clairement, c'est les charges sur le poste eau chaude chauffage a été divisé par 2 pour cette copropriété-là, pour 120 000 € d'investissement en termes de chaufferie. Et de plus, on va vers le gaz vert et le gaz renouvelable, une énergie d'avenir. Donc voilà. Pourquoi une énergie d'avenir ?
tout à l'heure, Thomas parlait justement de l'arrêt de la commercialisation, enfin, de la vente de chaudière fuel à partir du 1er juillet de chaudière fuel neuve. Pourquoi? Par rapport notamment à son émission, qui est relativement importante. Hein. À titre comparatif, on est sur du 227 grammes au niveau du gaz naturel. Et si on reprend si on reprend en fait avec la valeur moyenne, hein, prise en compte avec les impacts évités pour du biométhane, du gaz renouvelable et du gaz vert, on est sur du 23,4 grammes. Alors 44 grammes a été retenu, hein, au travers de l'ADEME et au travers notamment de la notion bas carbone. Donc voilà. Donc vous voyez, on divise quasiment par 10 aujourd'hui l'impact au travers du biométhane, l'impact en CO. Une réponse concrète à la gestion des déchets, clairement. Des emplois locaux non délocalisables. Alors, et bien sûr aussi une source de revenus pour les agriculteurs. Hein, c'est un soutien clairement. En fait, c'est une économie verte et une économie circulaire que l'on crée autour du biométhane. L'utilisation d'un engrais organique naturel, le digestat. Alors ça, il n'y a pas photo. Hein, on a quand même un certain nombre d'unités de méthanisation qui tournent. Et aujourd'hui, pour en avoir une, par exemple, dans le 77, elle vous dira, hier, je commandais 9 semi-remorques d'engrais chimiques. Aujourd'hui, j'en commande plus qu'un. Aujourd'hui, c'est fourni par le digestat. C'est un engrais naturel. Et puis, une ENR renouvelable et non intermittente et qui est stockable à grande échelle. Alors, je ne vais pas revenir sur la conjoncture actuelle, mais bon, on a quand même 30% de stock en France en continu de gaz naturel au travers de 7 sites. Voilà. Parce qu'il y en a qui craignaient aussi quelques ruptures par rapport à l'approvisionnement russe de 17%. Alors, pour vous donner exactement les chiffres, à la fin du mois de mars, hein, il nous en restait encore 20% à la sortie de l'hiver. Donc voilà, et continuellement, bien entendu, ces stocks seront reconstitués. Donc, on n'est pas aujourd'hui sur un schéma de rupture, pas du tout. Hop, je poursuis. Alors voilà, je vous parlais du biométhane et surtout de l'essor du biométhane, hein, du gaz renouvelable, du gaz vert. Si on fait un pas en arrière, en 2017, concrètement, on avait 44 sites d'injection. En fait, c'est relativement nouveau le biométhane au final. On n'avait que 44 sites en 2017. Et au 1er février, comme vous pouvez le constater, on avait 373 sites qui tournaient et qui injectaient du biométhane sur le réseau. Et à l'heure où je vous parle, en fait, parce qu'on a bien sûr des vigies continuelles, entre le mois de février et à ce matin, on est à 401 sites. Et il y en a encore 28 complémentaires qui sont venus s'ajouter depuis le mois de février et qui ont été mis en service. Donc concrètement, l'horizon, c'est quoi? C'est avoir 20% de biométhane d'ici 2030 dans le réseau. Après, 20%, c'est pas innocent. 20%, c'est clairement la consommation de ce que nous provient de Russie, parce qu'on est à 17% de gaz russe aujourd'hui. Donc concrètement, d'ici 2030, on est susceptible de pouvoir se passer de la Russie, même avant, je dirais, compte tenu de la croissance exponentielle qu'on peut avoir vis-à-vis du biométhane. On a 1 millier de projets aujourd'hui qui sont prêts à démarrer. Comme je vous dis, hein, il ne se passe pas une semaine sans qu'on en ait 2 ou 3 qui soient mis en service des unités de biométhane. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que c'est pas un projet, en fait, c'est une réalité. C'est l'orientation qu'a pu prendre GRDF depuis un certain nombre d'années. C'est une orientation, bien sûr, obligatoire afin de pouvoir sortir notamment de cette énergie fossile. Donc, voilà, les bénéfices, hein, concrètement, du biométhane, hein, ce sont des bénéfices écologiques avec une production renouvelable. C'est une production locale. Donc, c'est quelque part acquérir également une certaine indépendance énergétique. C'est des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Vous avez pu constater que par rapport à du gaz naturel, c'est 10 fois moins de rejet. La production d'engrais naturels, ça je vous l'ai dit. Et puis c'est également un bénéfice économique, hein, puisque ça crée, c'est créateur d'emplois. Je dirais, ça apporte énormément aux collectivités, au monde agricole. Et puis des bénéfices sur les territoires, hein, sur la gestion durable des déchets organiques. Aujourd'hui, principalement, c'est uniquement c'est uniquement de la culture, du déchet de culture, mais également des effluents d'animaux. Et puis, on a un certain nombre de stations d'épuration aujourd'hui qui intègrent également tout ce qui est unité de méthanisation. Donc voilà, c'est un soutien
plus que fort sur les territoires et notamment au monde agricole. Alors maintenant, on va parler principalement du projet. Si vous souhaitez rejoindre le gaz naturel en quittant le fioul, concrètement, c'est un projet qui s'anticipe. Pourquoi? Parce que le gaz, on ne vous l'amènera pas en Wi-Fi, on ne sait pas encore le faire. Donc, c'est un projet qui s'anticipe par rapport à notamment un taux de vétusté important, comme je vous disais tout à l'heure, de 80% de certaines chaufferies fioul sur la région parisienne. Aujourd'hui, il nous faut à minima 12 semaines. Voilà, pour raccorder une copropriété au gaz. Alors, je dirais bien à minima. Pourquoi? Parce que derrière, on a l'étude de faisabilité, on a l'identification du réseau en place, regarder si on a besoin de renfort ou pas. Alors, je vous dirais non, voilà, parce qu'à 99,8% du temps, le réseau il est devant la porte en Île-de-France. Donc, on est sur du raccordement sec, c'est-à-dire un raccordement simple. Il n'y a pas d'extension de réseau, il n'y a pas de renforcement de réseau, parce que énormément de réseaux ont déjà été remplacés. On est déjà passé sur de la MPB, on a quitté notamment tout ce qui est BP. Donc aujourd'hui, voilà, c'est d'une simplicité à toute épreuve, j'ai envie de dire. Pourquoi? Voilà, c'est 2 mètres carrés de fouille, c'est le positionnement du poste, et puis après, c'est regarder au niveau de la pénétration de l'immeuble. Donc les études de raccordement, les devis, tout ça, c'est de la production. Bien sûr, ça passe au niveau du BERG, de l'ingénierie chez nous, qui regarde également la faisabilité sur le réseau, qui estampille et qui valide. Derrière, vous avez le choix de prestataire et commande de travaux. Et puis après, tout se met en place. Alors, ordinairement, il y a 2 mois de délai de contestation après l'AG qui sont possibles. Mais bon, ça, on arrive largement à les gommer et à anticiper pour pouvoir nous déjà démarrer les projets, c'est-à-dire nommer un chargé d'affaires spécifique, regarder avec les prestataires en place et puis apporter tous les éléments techniques, notamment au bureau d'études et surtout à l'exploitant de chauffage qui réalisera. Donc ça s'anticipe parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Donc pour une cage chaudière, sachez que c'est compliqué. Si une chaudière au fioul casse et demain, après le 1er juillet, vous n'avez plus la possibilité de la remplacer, il va falloir, je ne vais pas dire attendre, mais bon, il va falloir s'organiser. Voilà, la réception de l'ensemble des éléments, c'est ce que je vous disais, de la part des partenaires, ça nous prend approximativement 21 jours. Le démarrage de l'affaire, alors en amont de tout ça, on est en capacité également de vous fournir un bilan EFICOPRO. Ce qu'on appelle un bilan EFICOPRO, c'est une simulation en fonction des données de consommation que la copropriété nous donne ou qu'on est susceptible d'estimer en fonction des usages et fonction des approvisionnements fuel qu'ils peuvent avoir. On est en capacité aujourd'hui de produire une simulation. Alors, je rappelle, on n'est pas bureau d'études, on produit une simulation en fonction de certaines données afin de pouvoir avoir une projection de gains, notamment en termes de consommation et puis également en termes de rejet. Donc derrière, le démarrage de l'affaire se fait après la réception de l'accord client. Et puis tout s'enclenche, la nomination du chargé d'affaires et puis le relais technique. Alors le coût du raccordement, il est forfaitaire chez nous, même s'il a un coût approximatif pour un raccordement simple, même s'il a un coût approximatif de 5-6 000 euros avec la fouille, etc. Le choix a été fait sur la tarification de GRDF de le mettre de manière forfaitaire, c'est-à-dire qu'une copropriété de 20 lots ou de 150 lots paiera 1 384,06 € TTC. Voilà. Sauf si, bien entendu, il y avait une extension à réaliser. Dans ce cas-là, l'ingénierie chez nous prend le relais, fait des estimations et une cote-part du coût malgré tout. En règle générale, on est quasiment à 55%, 55 à 60% du coût de l'extension qui est pris en charge. Et seul 40 à 45% reste à la charge de la copropriété. Alors, hop, donc qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est surtout le consommer mieux et le consommer moins. Aujourd'hui, avec notamment les rénovations qui sont faites sur les bâtiments et dans les copropriétés, clairement, il y aura moins de consommation, mais également avec la technologie de chaudière à condensation. Pourquoi? Parce qu'on a été très fréquemment, vous vous doutez bien, très fréquemment sollicité dernièrement par des gens et des copropriétés qui sont déjà au gaz et qui nous disaient, voilà, je me pose des questions, etc. Mais concrètement, pour avoir discuté avec beaucoup d'entre eux, notamment au salon de la PC, au forum de l'habité durable, écoutez, j'étais assez effaré de tomber sur des copropriétés qui avaient des chaudières gaz ancienne génération des années 80.
Donc des chaudières à gaz avec soit des brûleurs à air soufflé, des gros brûleurs à rampe, autant vous dire très énergivores. Rien qu'à changer en gaz-gaz sur ces types de produits-là, vous aurez voilà, des augmentations de rendement impressionnantes et des gains quasiment avoisinant les 25%. Parce que j'étais assez estomaqué. Ça passe par là. Alors souvent, on me disait, bah oui, mais moi, ma chaudière, elle marche super bien. Toujours, bah oui, moi, on peut avoir une 4L qui marche super bien. Par contre, une 4L, c'est pas la même consommation qu'une Twingo. On est tous d'accord. Donc voilà, je pense qu'il y a également ça qu'il faut prendre en compte, c'est que la rénovation, notamment du gaz vers le gaz, est parfaitement possible. Et aujourd'hui, elle peut être très intéressante. Alors, donc, le gaz, c'est une économie d'énergie, hein, puis c'est un confort en toute saison. C'est également conserver la maîtrise de l'utilisation de sa chaufferie, l'utilisation de son eau chaude sanitaire, mais également de ses plages de chauffe, parce que bah, c'est à la main de la copropriété. Et puis, bah, le gaz représente également, la plupart du temps, par rapport, vous l'avez vu, au niveau du raccordement, même si c'est pas le coût du raccordement qui sera un frein, vous l'avez bien compris, mais c'est également l'enveloppe, c'est surtout l'enveloppe travaux que ça nécessitera. Mais comme ça ne touche que la chaufferie, ordinairement, on se rend compte que bah, le gaz, clairement, est le meilleur rapport coût-efficacité qu'on peut trouver. Donc voilà. Et de par ce fait, ben, c'est également un pas vers le gaz vert et c'est un pas vers la transition énergétique, puisque bah, c'est une énergie d'avenir, hein, le gaz vert. C'est pas une planche de salut, je vous rassure. On a quand même encore un certain nombre d'années. Hein. Alors, je ne sais plus si c'est pas 210 ans ou 220 ans de gaz au sein de la Terre, mais bon, les objectifs pour nous, c'est 2030, 20%, et 2050, 100% de gaz vert renouvelable. Donc ça, ce sont les objectifs, et on est plutôt bien parti pour le faire, puisqu'on avait ce qui nous avait été donné comme objectif, on aura peut-être normalement quasiment 2 ans d'avance. Donc vous voyez, comme je vous le disais, hein, c'est 2 à 3 nouveaux sites qui sont raccordés au réseau gazier quasiment toutes les semaines. Donc l'impact travaux limité dans la copropriété, ça c'est important. La disponibilité du réseau, pour rappel, des gains immédiats sur le poste charge le plus important d'une copropriété, qui est l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Et puis bien entendu, une équipe dédiée que nous sommes pour vous accompagner dans toutes les démarches. Et puis juste pour vous dire que en règle générale, chaque année, en Île-de-France, on convertit 260 à 300 copropriétés du fioul vers le gaz. Alors, si je prends Paris, qui peut également nous intéresser, depuis 2018, nous avons converti 383 copropriétés dans Paris, du fioul vers le gaz. Voilà. Alors, je ne peux pas être beaucoup plus factuel que des chiffres aussi précis, mais bon, voilà. Eh ben, merci beaucoup. J'espère ne pas avoir débordé. Un tout petit peu. Des fois, je suis un peu bavard, il ne faut pas hésiter à me couper. Merci beaucoup pour la présentation. Je vous propose de passer à Agroénergie, avec l'intervention de Thomas Dos Santos. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super. Maintenant, est-ce que le partage fonctionne bien? Ouais, c'est bon. Parfait. Super. Alors, est-ce que vous pouvez juste le mettre en plein écran? Dans l'affichage, ça doit. Si vous le faites depuis Acrobat, c'est possible, il faut le faire depuis le menu affichage. Sinon, je vais passer. Ouais, comme vous voulez. Merci beaucoup. C'est bon? Ouais, parfait, merci. Super. Alors, moi, je vais vous parler d'Agroénergie. Nous sommes un jeune acteur, un jeune fournisseur de chaleur renouvelable, clé en main, intégré. Intégré, c'est-à-dire qu'on travaille à l'échelle des quartiers et puis des copropriétés, et intégré puisqu'on réalise la conception, l'installation et l'exploitation. Donc, on arrive effectivement en phase très très amont avec les copropriétés et on développe des projets d'énergie décarbonée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement de la biomasse, mais Agroénergie, c'est aussi de la géothermie, du solaire thermique et de la récupération de chaleur fatale. La chaleur fatale, c'est l'énergie qui est en gros
la chaleur qui est générée qui est présente de fait par l'activité humaine et qui n'est pas utilisée, qui n'est pas valorisée. Typiquement, la chaleur issue d'une station d'épuration, par l'activité d'une gare ferroviaire, la chaleur dégagée par un data center. Voilà. Donc aujourd'hui, on réalise des projets clés en main à l'échelle de petites copropriétés d'une quinzaine, vingtaine de logements jusqu'à des écoquartiers. Donc, il faut savoir qu'Agronergie, c'est une cinquantaine de personnes. On est un jeune acteur qui a 10 ans d'ancienneté. Donc, forcément, on n'a pas la force de frappe et la couverture nationale de grands acteurs comme ce que mon prédécesseur a pu vous présenter. Alors, notre enjeu à nous, c'est de décarboner la chaleur, la consommation de chaleur et d'aider les copropriétaires, dans l'existant, les promoteurs, les aménageurs, les pouvoirs publics dans du neuf à se doter d'une chaleur renouvelable qui, comme chacun le sait, est un coût d'acquisition et même de fonctionnement généralement plus onéreux qu'une énergie dite de référence. Aujourd'hui, en France, c'est encore majoritairement le gaz. Voilà. Alors, ce que je vous demande simplement de retenir, hein, c'est vraiment qu'Agronergie ne fait pas que de la biomasse, même si je vais parler aujourd'hui beaucoup de biomasse, puisque dans les cas de rénovation et pour avoir une énergie renouvelable, c'est une des énergies qui est, on va dire, une des énergies renouvelables, hein, la moins compliquée plutôt à mettre en place. Alors, aujourd'hui, la biomasse. La biomasse, aujourd'hui, en France, la biomasse, déjà, rapidement, c'est une matière organique, hein, qui peut être d'origine fongique, les champignons, végétale ou animale, et qui est utilisée comme source d'énergie. Aujourd'hui, en France, on trouve deux grands types de biomasse en bois énergie. C'est le granulé de bois d'un côté, ou granule, ou granulat, ou pellet, un anglicisme, et la plaquette forestière ou le bois déchiqueté, qui est plutôt réservé aux projets de taille plus conséquente. Hein. Le granulé de bois a une densité énergétique, a une masse volumique et un pouvoir calorifique plus important que la plaquette forestière. Du coup, il se stocke plus facilement, c'est-à-dire qu'à énergie égale, on a besoin de moins d'espace pour stocker le granulé de bois que pour stocker la plaquette forestière. Si bien que le granulé de bois, on le réserve généralement à des projets de moins de 50 logements existants, hein. Et la plaquette forestière, c'est plus de 150 logements existants. Et puis entre les deux, c'est entre 50 et 150, c'est cas par cas, on avise en fonction de l'espace qu'on a sur le projet et des consommations. Alors, il existe... alors, donc, ces deux biomasses-là dont je viens de vous parler, c'est les biomasses les plus répandues en France, hein, à usage d'habitation. Et elles appartiennent toutes les deux à la catégorie du bois énergie, avec on va retrouver le bois d'élagage, le bois de bûche également. Il faut savoir qu'il y a d'autres biomasses qui peuvent être utilisées et qu'on travaille également, nous, chez Agronergie, mais qu'on réserve aux projets plus ruraux, type le Miscanthus. C'est une plante, une sorte de bambou à la pousse un peu assez rapide et qui est utilisée par les agriculteurs pour nettoyer leur sol. Et cette plante-là peut être valorisée à des fins de chaleur. Alors, bien entendu, c'est assez compliqué de l'amener depuis le champ jusqu'à une copropriété du 4e arrondissement de Paris. Donc, c'est une énergie qu'on va réserver par un usage local. Quand je dis local, c'est la chaufferie qu'on a qui est au Miscanthus. Le rayon d'approvisionnement, il est de 5 km. Vous voyez, et c'est livré en tracteur. Donc, on ne peut
pas tellement, étendre cette énergie-là et puis la transporter d'un bout à l'autre de la France. Voilà, donc si je me recentre un peu, aujourd'hui les projets qu'on aura, je l'espère, l'occasion de voir ensemble sur un périmètre plutôt francilien, en biomasse, on sera soit au granulé de bois, soit à la plaquette forestière. Alors, une chaufferie biomasse, ça fonctionne un peu comme une chaufferie gaz collective avec des chaudières biomasse. Parfois, un appoint secours au gaz, c'est d'ailleurs ce qu'on préconise assez souvent pour minimiser l'investissement de départ, puisque à puissance égale, une chaudière biomasse coûte plus cher qu'une chaudière gaz. D'accord. Et dans cette chaufferie collective, on retrouve un peu les mêmes organes que dans une chaufferie gaz, vase d'expansion, pot à bout, adoucisseur, des pompes de départ. Et la chaufferie, la production permet de répondre aux besoins de CS et de chauffage. Les deux grandes spécificités en gros d'une chaufferie biomasse, c'est que on va retrouver des ballons tampons assez importants, donc des volumes d'eau qui vont permettre de stocker l'énergie et qui sont directement raccordés, chauffés par la chaudière biomasse. Ce volume d'eau-là, il sert à ce que la plage de fonctionnement de la chaudière biomasse puisse être lissée dans le temps et qu'elle ne soit pas en marche arrêt tout le temps. Voilà, parce que là, on dégrade son rendement et on dégrade la combustion. L'autre point important, c'est un espace de stockage qui est nécessaire à stocker le bois, tout simplement, le granulé ou la plaquette forestière. Donc, c'est un espace-là qu'on prévoit dans les cas de construction neuf et puis qu'on cherche à identifier dans les cas existants. Alors, quand la chaufferie quand la copropriété est chauffée au fioul, c'est assez simple puisque on dépose la soute à mazout et puis on utilise le local où cette soute était implantée pour y installer, nous, notre silo de stockage de granulés ou de plaquettes forestières. Quand la copropriété n'est pas chauffée au fioul, on regarde s'il n'y a pas un autre espace à utiliser, un local d'ordures ménagères qui soit qui puisse accueillir le silo, une cave qui n'est plus utilisée. Enfin, voilà. Que puis-je rajouter par rapport à ce schéma? Alors, tout le travail forcément comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, de dépose de l'existant et puis d'installation du nouvel équipement, ça fait partie du périmètre agroénergie, de la même manière que l'exploitation derrière et la vente de la chaleur associée. La gestion, donc on a des techniciens d'exploitation qui tournent sur la trentaine de sites franciliens qu'on a aujourd'hui et dont le travail consiste à piloter, conduire les installations, être présent pendant les approvisionnements, les livraisons, et derrière récupérer les cendres et les massifier dans un atelier de préfabrication qu'on a dans le 77 et d'où des agriculteurs peuvent venir se servir pour en épandre une partie et s'en servir comme fertilisant naturel. Alors, si je présente, maintenant je vais présenter deux cas de figure concrets d'études qu'on fait en ce moment, ou de projets qu'on a fait sur de l'existant. Alors, le premier cas de figure, c'est une copropriété de 15 logements, un immeuble des années 70 qui est chauffé au fioul. Et qui s'est rapproché de nous pour pouvoir éventuellement transiter vers une énergie plus vertueuse que le fuel, mais également
décarbonée et plus vertueuse que le gaz, quoi. Le réseau de chaleur de la ville de Paris ne passe pas à proximité de cette chaufferie-là, donc effectivement, les choix sont assez restreints si on veut une chaleur complètement décarbonée. On a travaillé sur ce projet. Bon, ils avaient aussi besoin d'alléger leur facture de chaleur, hein, puisqu'elle est quand même de 34 000 euros TTC à l'année. Donc, ça fait plus de 2 000 euros par logement pour chauffage et ECS. Donc, bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ce slide-ci, mais voilà, on a proposé une intervention travaux qui prennent en compte forcément la dépose des installations fuel, donc la soute à mazout principalement et les deux chaudières fuel, et l'installation de deux chaudières au granulé, deux ballons tampons pour stocker l'énergie et bien évidemment aussi l'aménagement du local soute à mazout qui devient un local de stockage de granulés de bois avec le matériel de nettoyage qui est adéquat, des vis d'extraction et puis des moteurs électriques qui puissent en gros pulser le granulé depuis la tête de vis jusqu'à la chaudière. Voilà. Donc vu du dessus, c'est à ça que correspond une chaufferie pardon, et un silo granulé. L'investissement, après des subventions publiques qu'on va systématiquement chercher chez Agroénergie, correspond à 91 000 euros TTC à payer par la copropriété. Et derrière, la facture annuelle pour la copropriété de chaleur, elle passe de 34 000 à 27 000 euros. Si bien que par logement, ça représente 450 euros de gain annuel. Alors, la conclusion l'implication, c'est que certes, il y a un gain, mais le gain n'est pas suffisant pour enclencher forcément les travaux pour la copropriété. C'est-à-dire que le retour sur investissement, il est de 13 années et ce n'est pas forcément évident à mettre en place, quand bien même on a des intentions, quand bien même on a une sensibilité écologique importante, de pouvoir déployer un tel investissement, quoi. Si bien que, alors, c'est un exemple que j'avais à cœur de vous présenter, puisque on est souvent sollicité par des copropriétés de cette taille-là. En fait, sur cette taille-là, c'est difficile, l'équilibre économique il est assez fragile. Et donc, quand on est sur de l'ancien, c'est en gros, pour faire court, c'est difficile de déployer de la biomasse si on a affaire à une copropriété, enfin, si on est une copropriété de moins de 25 logements. C'est-à-dire qu'il y a des charges fixes, impondérables avec le granulé qui sont assez importantes et qui ne varient pas substantiellement, qu'on soit sur une chaufferie qui alimente 20 logements, qui alimente 30 logements, qui alimente 50 logements. C'est bien que quand on est au pot de 15 logements, finalement, c'est un peu compliqué. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un gain quand même énergétique, mais par contre, qu'il y a un gain financier, mais par contre, le retour sur investissement est long. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas de figure que je tenais à ce que vous ayez en tête. Le deuxième, c'est, alors forcément, on passe du tout au tout, hein. Là, on embraye directement sur 350 logements, des logements sociaux. On n'est pas à Paris, c'est un peu éloigné, on est dans 77, mais ça pourrait tout aussi bien être à Paris. Plutôt dans les arrondissements périphériques d'ailleurs que sur l'île Saint-Louis ou l'île de la Cité. Mais voilà, c'est le deuxième cas de figure. Alors là, c'est un projet qui n'est pas en cours de réflexion. C'est un projet qu'on a fait. C'est ces 350 logements-là sociaux anciennement
chauffées avec des chaufferies collectives au gaz. C'est la transformation de cette énergie, de cette installation-là, par un mini réseau de chaleur d'1 kilomètre de long et l'implémentation d'une chaufferie biomasse qui couvre 80% des besoins de chaleur. Alors là, on est sur cette taille-là de projet, on n'est plus sur du granulé, on est sur de la plaquette forestière. On a conservé certaines installations gaz dans des chaufferies existantes pour s'en servir d'appoint secours. Ça a permis d'installer une puissance biomasse légèrement moindre et donc de minimiser l'investissement, tout en garantissant un taux de couverture ENR de 80%. C'est-à-dire que sur l'échelle de l'année, tout au long de l'année, la dizaine de bâtiments vont consommer, je ne sais pas, 2000 MWh, et on aura 1600 MWh qui seront en biomasse, qui sont pourvus en biomasse avec notre chaudière biomasse, et 400 qui seront pourvus en gaz lors des arrêts techniques de la chaudière biomasse ou lors des pointes en période hivernale, des pointes d'appel de puissance. Voilà, alors si on regarde ce qui se passe sur le bilan économique, autrefois, par logement, la facture annuelle, elle était de 690 € pour le chauffage et le CS, et là, on passe à 570 €, pardon, TTC annuel. Alors, il faut savoir que les 570 € dans ce cas de figure-là prennent en compte le financement par Agronergie des travaux. C'est-à-dire que, comme je l'évoquais, mais très, 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 très rapidement au début de la présentation, on a capacité à financer les projets qu'on fait à la place des clients et simplement derrière, notre abonnement de chaleur à la place de prendre en compte l'exploitation simple, notre travail d'exploitant, de conduite, de pilotage, notre abonnement, il va intégrer deux composantes, l'exploitation d'une part et d'autre part l'amortissement du financement. Voilà. Donc sur les grands projets, c'est assez pertinent. Et donc là, sans rien payer, ce que je cherche à vous expliquer, j'espère que je suis clair, ce que je cherche à vous expliquer, c'est que sans sortir le moindre denier, le logement, les copropriétaires, les locataires, puisqu'on est sur du social, ont accès à une chaleur plus vertueuse et plus économique. Voilà. Donc, ce gain, dès lors qu'il y a une faisabilité technique, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un espace suffisant pour stocker la plaquette forestière, il est relativement garanti dès lors qu'on dépasse les 150 logements. Donc, la question qui vient à l'esprit, qui est assez naturelle, c'est conclusion du cas 1, il faut plus de 25 logements pour la biomasse. Conclusion du cas 2, 150 logements, on a un gain qui est direct. Qu'est-ce qui se passe dans les scénarios où on a une copropriété entre 25 et 150 logements? Et dans ce cas-là, il faut regarder au cas par cas. Et finalement, nous, on a besoin d'assez peu de données d'entrée de la part soit du bureau d'études, soit de l'architecte, soit directement du syndic, soit directement de la copropriété. C'est finalement le nombre de logements, les surfaces, les factures anciennes, et puis un plan masse à vue de dessus des bâtiments quand on a plusieurs bâtiments pour calculer le mètre de réseau de chaleur quand on a à faire. Et avec ça, avec ces quelques données-là, on est capable de vous drafter, de vous esquisser, parlons français, une solution technique et financière qui, en gros, vous donne les puissances à installer, qu'on prévoit à nous d'installer en biomasse et en gaz s'il y a de la point secours en gaz, le nombre de livraisons à l'année de plaquettes forestières de bois,
Et derrière, le coût, l'investissement qu'il y a à prévoir et le montant subventionnable que l'on se propose d'aller chercher à la place des usagers. Et derrière, on vous donne une projection du coût de la chaleur selon 3 grands cas de figure. Agroénergie ne finance pas ses travaux, Agroénergie finance à 50% ses travaux et Agroénergie finance à 100% ses travaux. Le volet consommation, il va être exactement le même dans chacun des cas de figure, simplement l'abonnement fixe qui va monter plus on va financer, plus on aura financé l'installation au départ. Voilà ce que je peux vous dire. Tout un tas de détails sur la tarification pour avoir le plus de transparence possible avec nos clients, nos usagers et nos abonnés. Et voilà ce que je peux vous dire d'Agroénergie. Alors aujourd'hui, sur la trentaine de sites en Ile-de-France, on en a un premier en travaux en géothermie, c'est pour du neuf, hein, mais on peut complètement envisager la géothermie sur de l'existant, hein, ça se fait bien, géothermie sur sonde, non, ça s'est fait bien. C'est à regarder au cas par cas, mais il y a des cas de figure où ça se fait bien. Et puis du solaire thermique, on déploie, on développe des solutions clés en main avec d'autres énergies renouvelables. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Ceux qui sont intéressés, je vous invite à noter rapidement mon numéro. Je laisse le slide là quelques instants et puis je vais passer la main à mes homologues sur d'autres solutions de chaleur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Thomas. Alors pour les coordonnées, bien sûr, pour les participants, on envoie, dans les jours qui viennent, on vous envoie les supports de présentation hein, de tous les acteurs. Donc, vous aurez aussi les coordonnées de Thomas et des autres intervenants dans leur support de présentation. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez du coup arrêter votre partage et on va laisser la parole à M. Bailly pour nous présenter la CPCU. Bonjour, merci. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon, merci. Ok, super. Je vais essayer de mettre ça en diaporama. C'est bon? Oui, c'est bon. Super. CPC, là, vous avez eu beaucoup d'informations déjà. Je vais essayer d'être très bref, très concis. CPCU, c'est le réseau de chaleur de la ville de Paris. On existe depuis 95 ans maintenant, 1927. On est le premier réseau de chaleur de France avec 520 km de réseau. Donc, on n'est pas présent partout dans la capitale, ça a été souligné, mais on est quand même bien développé. Et on va continuer à se développer. Il est prévu dans les prochaines années de tirer 112 ou entre 112 et 206 km en fonction des schémas qui seront adoptés de réseau en plus pour raccorder des bâtiments donc au réseau de chaleur qui fournit de l'énergie sous forme de vapeur ou d'eau chaude. À partir de ces 8 sites de production qui sont disséminés sur la ville de Paris et en périphérie. Donc c'est un réseau qui est maillé. La chaleur qui vous alimente peut provenir aussi bien du centre de Saint-Ouen que de celui d'Ivry ou encore d'ici. Donc nous, CPCU, la grande différence qu'on a, c'est qu'on amène une énergie qui est déjà prête en fait à être utilisée. On la produit dans nos centres de production. Elle arrive, je vous l'ai dit, sous forme de vapeur ou d'eau chaude. Donc, on arrive dans le bâtiment avec un tuyau aller, un tuyau retour. On dépose les installations de production thermique existantes qui sont généralement à combustion. Et on implante un échangeur de chaleur qui est très simple, qui prend la forme d'un cylindre d'1 mètre de haut sur 50 cm de large, grosso modo, et qui va répondre aux besoins en chaleur et en eau chaude sanitaire de la copropriété. La principale différence qu'on va avoir avec les autres énergies qui vous ont été présentées sur le fonctionnement purement technique, c'est que, comme je vous l'ai dit, on arrive avec une énergie transformée qui n'a pas de combustion. Donc, il n'y a pas besoin de conduite fumée. Vous vous affranchissez des contrôles de combustion, du ramonage, enfin bon, bref. Que vous dire, CPCU, c'est un tiers du chauffage collectif de la ville de Paris, c'est
50% de résidentiel, 51%, 40% de copropriété privée, 100% des hôpitaux. On chauffe tout un tas de bâtiments divers et variés, des gymnases, des écoles, des piscines, le Sénat qui doit être trop chauffé d'ailleurs parce qu'on y dort, des hôtels. Et donc, des copropriétés de 8, 10 logements, des copropriétés de 3 à 500 logements. Voilà, on a 6000 points de livraison de chaleur. Donc, comment ça fonctionne? De manière très simple, on produit, on amène jusqu'aux immeubles où se situe le poste de livraison, on distribue la chaleur et on la ramène chez nous. Donc, ça fonctionne en boucle fermée. On a 28 boucles d'eau chaude qui sont réparties sur notre réseau. En termes de production, CPCU, c'est 51,6, presque 52 si on arrondit, d'énergie renouvelable. Donc, la base de notre production, c'est les déchets, la valorisation des déchets. Ensuite, en complément d'énergie renouvelable, on a, vous le voyez, de la biomasse solide, du biométhane, de la géothermie, du biocombustible liquide. La part de ces énergies renouvelables va être portée à 75% en 2030 dans le cadre du schéma directeur de la ville de Paris. Parce que le réseau de chaleur, c'est quand même le meilleur moyen de véhiculer en masse des énergies renouvelables dans les milieux urbains denses comme la ville de Paris. Pour vous raccorder, c'est très simple. Vous prenez contact avec nous sur notre site, soit par téléphone, soit par une demande mail. Elle sera attribuée à un responsable développement. Nous en avons 6 pour la ville de Paris, qui prendra contact avec vous pour instruire le dossier et commencer les études. C'est un projet qui s'anticipe. Je reprends ce que disait M. Braque en début de présentation. C'est vrai que les projets de transformation énergétique peuvent prendre du temps, mais on conseille toujours de s'y prendre 6 mois, 1 an à l'avance. CPCU, elle évolue dans un contexte qui lui est favorable parce que c'est vrai qu'elle permet d'atteindre très facilement des réglementations thermiques de plus en plus dures. Et comme elle permet d'éviter le recours à de nombreux moyens de combustion disséminés en fait, dans les copropriétés, elle participe à une amélioration de la qualité de l'air notable sur la ville de Paris. De ce fait, CPCU, elle est éligible au dispositif financier que vous voyez affiché sur votre écran, comme les C2E, le fonds de chaleur de l'ADEME, MaPrimeRénov' Copro, l'éco-PTZ. D'ailleurs, vous pouvez prendre contact avec la plateforme Coach Copro de l'Agence parisienne du climat qui saura aussi détailler ça et peut-être même mieux que je ne le fais, puisque je le fais assez rapidement. Donc, CPCU, c'est un réseau en charge 7 jours sur 7, 24 sur 24, compétitif dans la durée, mais pas que dans la durée. C'est vrai que CPCU, les tarifs qui sont actuellement en vigueur sont déposés depuis 2016. Donc, nous, on n'a pas bougé et on n'a pas prévu de bouger. Nos tarifs sont déposés auprès de la ville de Paris qui les vise. Donc, c'est l'énergie la plus stable actuellement. En termes de fonctionnement, comme on n'a pas de combustion, on est très sûr. Et en termes de compétitivité, pour vous donner un ordre d'idée sur les copropriétés similaires que celles qui ont été traitées par mes collègues auparavant, nous, pour un investissement inférieur ou égal à ce qui a été exposé, on va arriver à une facture qui sera son bouclier tarifaire de 18 000 € à peu près pour 260 mégawatts, pour 260 kWh de consommation annuelle. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour instruire votre dossier. On est disponible, on est facilement joignable et on évolue exclusivement sur la ville de Paris, donc on est très réactif. Voilà, j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, je vous laisserai me les poser à la fin de cet échange. Merci.
et je vais arrêter le partage. Merci beaucoup. Je vous en prie. On laisse la main maintenant à Valotech. Alors, je ne sais pas si c'est vous, Monsieur Proutot, qui présentez ou Monsieur Hendrix. Enfin, j'imagine que vous êtes mis d'accord avant, mais je vous laisse prendre la main. Là, vous m'entendez peut-être? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, je vais partager l'écran. Merci beaucoup. Si bien. Ah. Il ne veut pas partager l'écran. Benjamin, peux-tu partager le tien? Ouais. On va faire un mesure. Je ne suis pas très doué avec ces. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Alors, je vais partager, mais je voudrais idéalement partager une fenêtre, c'est possible ou non? Oui, tout à fait. Alors, attendez, vous n'êtes pas dessus. Alors là, ouais, on voit. On voit tout ce qu'il fait. Tout ce que... Ouais, voilà, c'est bon. Bien. Alors, tac, affichage. Ouais, Ok. c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, voilà, Valotech Énergie, donc on est une société qui fait de l'ingénierie et du dimensionnement de projets sur l'efficacité énergétique. Valotech Énergie a été créée en 2016, principalement sur des métiers de cogénération gaz naturel, donc production de chaleur et d'électricité à partir de gaz naturel. Et nous sommes très rapidement tournés vers un mixte énergétique pour faire de la méthanisation, puisque nous sommes fabricants de méthaniseurs, donc des projets dont GRDF parlait auparavant, du photovoltaïque sur de l'autoconsommation notamment, et donc de tout ce qui est électricité industrielle et pour arriver à ce mix énergétique. Donc aujourd'hui, Valotech, c'est une quarantaine de collaborateurs, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec le centre qui est à Marly-le-Roi, en région parisienne, et des agences principales du côté d'Angers, Grenoble et Châtellerault. Donc, on a 4 pôles d'activité. Je détaille rapidement: méthanisation, comme je disais, photovoltaïque, efficacité énergétique et maintenance exploitation, parce que ce qui est important, c'est qu'on va de la conception jusqu'à la réalisation, la maintenance, l'exploitation et voire le tiers investissement, c'est-à-dire proposition de financement pour des copropriétés, du tertiaire que l'on fait. On a fait comme ça deux sites en copropriété avec des cogénérations de 150 kW notamment. Voilà. Alors, on va passer un peu sur le contexte énergétique qui a été un peu abordé tout à l'heure, avec effectivement les envolées des prix que l'on peut avoir. Mais nous, on voulait mettre un peu l'accent sur, on a à la fois l'envolée des prix sur le gaz naturel actuellement, comme on peut voir sur la courbe de gauche, qui est peut-être anecdotique et qui va rebaisser. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur les prix que l'on voit à droite, complètement à droite, qui sont des prix marchés sur 2024-2025. On voit que le prix du gaz va pouvoir diminuer de toute façon, ou du moins c'est les tendances. Alors qu'au contraire, sur les prix d'électricité, aujourd'hui, les prix d'électricité avaient été prédits avec une hausse assez faible finalement, et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est sur des prix d'électricité qui augmentent de plus en plus, avec une prévision de prix d'électricité qui, en 2030, pourrait atteindre entre 30 et 36 centimes le kilowattheure électrique. Donc tout ça pour dire qu'on est sur des tendances haussières des énergies, sur beaucoup de variations de prix importantes qui peuvent un petit peu déstabiliser les prises de décision pour tout copropriété qui souhaite choisir une solution technique. Un petit zoom aussi sur ce qu'est la consommation de l'électricité en France. On voit qu'en France, on a une très forte ce qu'on appelle électrosensibilité aux usages de chauffage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chauffages qui se font en chauffage électrique, comme on avait coutume de dire avec des grille-pains à l'époque. Donc, simplement, la tendance, effectivement, de la PPE, c'est de vouloir remplacer les usages gaz par exclusivement des pompes à chaleur, donc consommation électrique, qui vont donc rajouter à la consommation électrique de cet ensemble.
La difficulté, c'est que forcément, comme on a vu, les prix augmentent en électricité, donc les prix qui vont être, quand il va faire très froid, les prix vont aussi beaucoup augmenter. Donc on a cette variable-là à prendre en compte, je dirais, dans les choix techniques qui peuvent être faits. Et donc la chaufferie, on va dire 100% électrique, avec que des pompes à chaleur, n'est pas forcément la solution la plus pertinente de notre point de vue. Donc on va, pour résumer sur le contexte énergétique, c'est ce qu'on a dit, des volatilités sur les prix très importants, des solutions qui ont été mises avec les boucliers tarifaires actuellement qui vont permettre d'atténuer les coûts, mais les politiques publiques qui vont vers un objectif d'indépendance énergétique et donc une réduction des consommations d'énergie primaire. Et tout notre travail pour Valotech Énergie, c'est justement d'apporter des solutions qui vont pouvoir rapidement baisser la consommation d'énergie primaire de 35, 40, 50, 60%, et d'aller vers un mixte qui permet d'aller sur de l'énergie dite renouvelable. Donc voilà, c'était exactement ça. C'était économie d'énergie, transition énergétique, aller vers une autonomie et la possibilité d'un financement long terme. On est très peu porté sur des solutions pour nous qui vont soit vers du tout électrique ou du tout gaz, pour garder une certaine flexibilité dans les choix énergétiques qui peuvent être faits par des copropriétés. Donc, la solution sur l'optimisation énergétique qu'on va proposer. Un petit rappel rapide sur ce qu'est une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, c'est on prend les calories dans l'air, pompe à chaleur RO, pour aller restituer ces calories à travers l'eau de chauffage. Le problème de la pompe à chaleur, c'est que plus l'écart de température entre l'air extérieur et la température de départ de chauffage est important, moins bonne est la performance de la PAC, on dit le COP. Donc, on peut avoir un coefficient de performance d'une PAC qui va varier de 1,8 à 4,3. Par exemple, le 1,8 ou voire même plus faible, c'est quand il fait très froid et qu'on a besoin forcément d'une température de chauffage plus importante parce qu'il fait froid, justement. Et comme par hasard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour produire la même quantité d'énergie thermique, la pompe à chaleur va consommer beaucoup plus d'électricité. Et ça va être pile au moment où, justement, l'électricité va être chère. Voilà. Donc, la solution que nous, on préconise aujourd'hui, et qu'on est en train de mettre en application, c'est des briques technologiques, on va appeler ça comme ça, pour améliorer la performance énergétique. Et on a 4 briques technologiques que l'on maîtrise, qui sont les pompes à chaleur, donc RO, des micro-cogénérations gaz naturel, c'est-à-dire que l'on va non pas prendre forcément l'électricité du réseau pour aller alimenter ces pompes à chaleur, mais on va produire cette électricité avec le gaz naturel, tout en générant aussi de la chaleur avec les cogénérations. On peut avoir des chaudières en backup et enfin du photovoltaïque qui va nous servir en autoconsommation sur notamment les pompes à chaleur pour les intersaisons, pour la production d'ECS sur les intersaisons. À ces briques technologiques, on va ajouter une régulation et des moyens de stockage d'énergie d'eau chaude, donc à différents niveaux de température, qui vont nous permettre de garder une flexibilité et de pouvoir toujours choisir finalement, à quel moment, quelle est la meilleure énergie d'entrée, gaz naturel ou électricité, qui peut être utilisée pour produire à meilleur coût le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Cette solution nous permet d'atteindre des économies de plus de 50% dans certains des cas, et avec une origine renouvelable, puisque l'essentiel est quand même produit par la pompe à chaleur, qui est de 50%. Donc, notre avantage sur la solution, c'est qu'effectivement, on va améliorer l'étiquette énergétique, on va valoriser le foncier, baisser la consommation d'énergie primaire entrante, gaz ou fuel. On va avoir une certaine protection par rapport à l'inflation des prix des énergies, puisque effectivement, l'installation qu'on va mettre en place va énormément diminuer l'énergie primaire, donc les variations à la hausse des énergies qui sont la tendance n'impacteront beaucoup moins le prix final de l'énergie. Et on va avoir une flexibilité, un pilotage intelligent, comme je disais, qui vont nous permettre
d'accéder à des tarifs peut-être plus intéressants. Notamment, dans le milieu industriel, on va parler d'effacement sur la partie électrique, mais on va arriver sur ce mode de fonctionnement qui va de plus en plus, où on pourrait dire, on ne va pas privilégier l'utilisation de l'électricité avec les pompes à chaleur, mais on va plutôt prendre le gaz pour faire notre électricité, et donc pouvoir discuter de meilleurs tarifs aussi sur la partie notamment électrique avec les fournisseurs. Quelles aides pour soutenir de la solution? Donc, ils ont été abordés, on va le faire rapidement. Donc, on a effectivement les aides coup de pouce, la prime rénov et les certificats d'économie d'énergie ou l'aide AMO. On a accès à l'ensemble de ces aides-là, puisqu'effectivement, on atteint par exemple pour l'aide coup de pouce, plus de 35% d'économie d'énergie primaire par rapport à une situation de référence. En règle générale, quand on est en dessous de 35, c'est qu'on n'a pas bien travaillé. Donc, on est toujours dans ces conditions-là, ce qui permet à ce genre d'installation de revenir peu ou prou à un niveau d'investissement toute aide déduite, équivalent à, par exemple, un changement d'une chaufferie fuel pour passer à un passage gaz. À 10% près, on est à peu près sur les mêmes niveaux d'investissement. Un exemple concret, c'est une copropriété de 43 lots à Fontenay. Voilà, donc la situation que l'on avait avant, c'est on a donc 43 logements chaudière fuel, production de chauffage et d'ECS, consommation fuel, on avait à peu près 50 000 litres de fuel. La copropriété avait décidé de toute façon de faire une isolation extérieure sur les 3 phases du bâtiment. Et on était confronté à 2 solutions possibles, chaudière classique condensation ou la solution qu'on proposait du mix complet qu'on a vu tout à l'heure. Là, on a les 4 briques photovoltaïque, cogénération gaz naturel et pompe à chaleur qui vont être mises en place. Et donc là, on atteint avec cette solution un gain de 40% sur l'énergie primaire, par rapport à ce qu'il y avait fuel, ce qui nous permet donc effectivement d'atteindre le niveau d'économie nécessaire pour obtenir les aides auprès de l'ANA. Qui permet donc à la copropriété de faire des économies, comme on va le voir sur la slide suivante. Là, sur cette copropriété, c'était un cas un peu particulier, puisque la copropriété a souhaité payer la partie isolation par elle-même et que l'on finance la partie rénovation chaufferie, mais avec un amortissement sur 10 ans. Donc, on a fait un comparatif d'amortissement sur 10 ans entre les solutions existantes. Donc, on avait la solution de départ qui faisait le 100%, on avait 92,5% qui était de la consommation fuel, tout simplement. Si on passait sur la chaufferie rénovée 100% gaz, on avait plus que 63% du prix que représentait le gaz. Et avec la solution que l'on propose, on a effectivement 41,3% qui se représente plutôt que la partie énergie primaire, gaz, et un peu d'électricité aussi, puisqu'on utilise l'électricité dans les pompes à chaleur à certains moments. Et ça nous permet de générer à peu près 19% d'économie en termes de coûts pour cette copropriété par rapport à la situation de référence. Voilà. Des exemples rapides, parce que beaucoup de gens peuvent se poser la question comment on peut installer ce genre de choses. Donc, les pompes à chaleur, on arrive à les installer en général sur le toit. On n'a pas de problème de bruit par rapport à ça. On a des solutions qui sont solutions container aussi pour les pompes à chaleur qui peuvent être mises. Et sur la partie photovoltaïque, sur de toits classiques, comme l'on voit, où on arrive à faire des installations en autoconsommation, ce qui nous permet d'avoir ce mixte énergétique et d'être assez flexible et indépendant dans les choix que l'on peut faire pour le coût énergétique de la copropriété. Donc, l'avantage de notre offre, effectivement, c'est encore une fois, c'est que le coût de l'énergie primaire, que ce soit le mixte gaz-électricité, ne va plus représenter que 40% du coût global, puisque l'essentiel, sinon, c'est maintenant, ce qui est un peu plus coûteuse, mais de l'amortissement. Et donc, on est protégé face à l'envolée des coûts, effectivement, de ces énergies, avec une assez grande flexibilité. Forcément, comme on est sur des solutions techniques un peu plus,
on va dire, complexe et pointu qu'une, entre guillemets, simple chaudière gaz installée. Tout cela s'accompagne de contrats de maintenance et de garantie qui sont apportés par la société pour assurer le bon fonctionnement de l'installation sur la durée de 10 ans, 15 ans, 20 ans nécessaires. Et on va jusqu'à la mise en place de contrats de performance énergétique. Merci, j'espère avoir été assez clair et concis. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, du coup, il nous reste un petit peu de temps pour les questions. Moi, j'en ai noté aussi quelques-unes. Alors, je vous propose tout de suite de répondre à celle qui a été posée suite à votre présentation, Monsieur Proutot, d'un architecte qui demande si 4 machines et 4 briques, donc il y avait le photovoltaïque, la PAC, la micro-cogénération et la chaudière d'appoint, ne représentaient pas du coup un investissement 4 fois plus important pour la copropriété. Alors, l'investissement est effectivement plus important au départ, mais par le fait du bénéfice que l'on peut avoir sur d'accessibilité aux différentes aides, c'est ce que je disais, on peut diminuer cet investissement, on peut le comparer. Là, dans le cas de Fontenay, on était 10% plus cher que le simple fait de transformer la chaufferie fuel en chaufferie gaz. Voilà, ce qui était le coût réellement payé. Je précise effectivement, à Fontenay, on a été mis en concurrence avec un prestataire qui proposait cette solution tout gaz. Voilà. Et la copropriété a fait le choix de notre solution malgré les 10% supplémentaires aides déduites. Du coup, je voudrais redistribuer des questions parce qu'il y a des choses qui ont été présentées par certains. Je pensais à Monsieur Dos Santos pour Agronergie qui nous donnait un petit peu la taille minimale de la copropriété en dessous de laquelle on pouvait estimer que la faisabilité était plutôt mauvaise. Est-ce que vous pourriez nous dire, côté Valotech, si vous avez une idée aussi pareil de, je sais pas, soit du nombre de logements ou en tout cas de la consommation de chaleur annuelle minimum pour que ce soit viable? On n'a pas d'idée en tête. On va bientôt en avoir puisqu'on nous a demandé d'étudier des copropriétés avec 15 lots. Donc, on pourra revenir vers vous pour vous dire combien. Bon, forcément, il y a une échelle de coût qui est un peu… voilà, le prix, par exemple, si on met une petite cogénération, qu'elle fasse 6 kW ou 9 kW ou 10 kW, ce n'est pas proportionnel. Donc, il y a cette échelle-là, forcément. OK. Alors, on a des questions pour Jean-Baptiste Bailly pour la CPCU. Alors, il y a deux questions qui sont assez similaires. Il y a une question de Florence Lelay qui demande si la priorisation est déjà faite sur les extensions de réseau dont vous avez parlé. Vous avez parlé de, je crois, 100 à 200 km de développement de réseau. Donc, la question là, c'est est-ce que la priorisation est déjà faite? Et il y avait une remarque aussi d'une Non, personne. elle ne l'est pas. Ouais, d'accord. Non, elle ne l'est pas. Elle sera fixée en fonction des schémas de développement qui seront adoptés, mais il y a une forte volonté de développer le réseau. Donc, je pense qu'on canalisera prioritairement les zones denses qui ne le sont pas encore, mais je n'ai pas de zone à nommer pour l'instant. Mais bien entendu, quand ce sera défini, on ne manquera pas de communiquer activement auprès des copropriétaires qui seront riverains de ces chantiers. Et de toute manière, comme je le disais, CPCU, on est ouvert 24/24. Vous pouvez accéder et ouvrir une demande n'importe quand. Bon, pas par téléphone, mais par mail. Elle sera reçue dès le lendemain. On vous recontacte pour vous dire si vous êtes riverain, si vous n'êtes pas loin, si malheureusement vous êtes très loin parce qu'on n'est pas là, parce qu'on n'est pas partout. Mais donc non, pas encore défini de zone sur lesquelles nous allons tirer ces futurs kilomètres, mais ils le seront. Vous aviez une autre question? Oui, il y avait une question qui était similaire. Est-ce qu'il est prévu dans cette extension de réseau de faire bénéficier les copropriétés pour qu'elles évitent de payer les très grandes distances quand une copropriété, donc là, il y a le cas, c'est apparemment une copropriété qui était à 340 mètres du réseau CPCU, et donc le coût était beaucoup trop élevé pour la copropriété pour se raccorder. Donc la question rejoint un peu votre réponse.
C'est difficile de répondre à cette question. On essaiera de se rapprocher des copropriétés qui sont actuellement à 350 mètres linéaires du réseau. Malheureusement, comme on ne sera pas présent partout, il en restera. Quels seront les dispositifs de déploiement du réseau à ce moment-là? J'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Voilà, il est sûr que quand on est riverain, c'est quand même beaucoup plus simple que quand on est à 350 mètres, malheureusement. Alors du coup, je vais vous reposer une question. Donc, Monsieur Braque a assez bien expliqué les étapes et le temps qu'il fallait prévoir pour un raccordement gaz. Du coup, je voudrais vous poser la même question aux trois autres, CPCU, Agronergie et Valotech. Quel genre de calendrier il faut prévoir? Est-ce qu'entre deux saisons de chauffe, c'est possible, ou est-ce qu'il faut lancer les études J'avais abordé ce sujet lors de ma présentation très brièvement, mais effectivement, je rebondissais sur les propos de M. Braque qui indiquait qu'il était nécessaire effectivement d'anticiper ce type de projet. D'une saison de chauffe sur l'autre, c'est possible, bien entendu. Maintenant, plus vous nous contactez en amont, mieux c'est. On peut étudier les choses de manière beaucoup plus sereine, les instruire auprès de la ville de Paris et réaliser finalement les travaux selon un planning prévisionnel qu'on peut définir conjointement. Si on est obligé de travailler plus rapidement, on sait le faire. Maintenant, on a peut-être un petit peu moins de latitude pour s'adapter aux besoins de la copropriété si elle ne souhaite pas, par exemple, si elle ne peut pas faire d'installation en parallèle parce que le local est trop exigu. Même si c'est vrai que ces PCU, en termes de surface nécessaire à l'implantation, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de place. Comme je vous disais, on a un échangeur de chaleur qui vient remplacer les chaudières existantes. Nous, dans un local de 10 à 15 mètres carrés, on sait alimenter une copropriété. Voilà, moi, je recommande d'anticiper autant que possible. Si vous avez une velléité de raccorder une copropriété pour la prochaine saison de chauffe, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. Dès maintenant. Merci beaucoup. Du coup, Monsieur Proutot, est-ce que vous pouvez nous dire aussi côté Valotech quel est votre calendrier idéal? Ah, mais je crois que j'ai l'impression qu'il s'est déconnecté. Monsieur Hendrix, peut-être vous pouvez répondre. Oui, calendrier idéal, vous voulez dire par rapport à… En termes de le temps d'étude et le temps d'implantation, est-ce qu'on est sur plutôt, je ne sais pas, 6 mois, 12 mois, 18 Alors, nous, ce qui va prendre du temps, ce sont les démarches, je dirais, administratives avec la copropriété et avec notamment l'AMO, parce que vous le savez, pour les aides, les subventions qu'on cherche, il faut qu'on soit accompagné par une AMO, c'est obligatoire. Donc, c'est ça qui va prendre le plus de temps et c'est presque la priorité dans nos projets, c'est de très vite trouver cette AMO et commencer à travailler avec la copropriété à trois en bonne intelligence pour pouvoir en fait tenir le planning. Après, nous, sur le temps d'étude, on est rapide et sur la mise en place et l'implantation de nos solutions, on n'observe pas énormément de délai. On parle d'un délai de 6 mois, c'est réalisable. Ce qui va être le plus long, c'est de faire valider les projets en assemblée générale et de tenir le calendrier qui va être proposé par l'AMO en question. D'accord. Merci. Et du coup, Monsieur Dos Santos, pareil, si vous avez une idée. Oui, en termes de travaux purs sur donc dépose et repose, sur les petites copropriétés, l'ordre de grandeur, c'est 1 mois et demi. Sur les plus grandes, 150 logements type, les travaux, ça va plutôt être 3 mois, quoi. Voilà, sachant qu'il y a une part d'études de conception qu'on fait nous, qui prend généralement 1 mois, voire moins si vraiment la copro est très très pressée. Et par contre, il y a une part d'approvisionnement du matériel. En ce moment, on a pas mal de contraintes sur l'acier et il faut compter 3 mois d'approvisionnement. Mais c'est du temps relativement masqué puisque en fait le plus oui, ce qui prend le plus de temps, c'est finalement le processus de décision de l'AG, de la copro avec les différentes AG. Et donc, on sait anticiper
travail à faire juste avant, enfin, quand on sent que l'orientation est sur le point d'être prise et que le choix est pour la biomasse est sur le point d'être fait par la copropriété, quoi. Ok, merci. Et alors, je vous propose de répondre aussi à une dernière question, à savoir, alors la question s'adresse à Valotech, mais je pense que vous pouvez aussi répondre sur la biomasse. Quelles sont les contraintes qui peuvent rendre impossible l'installation de solutions? Alors, et poser par exemple la question en toiture, est-ce qu'il y a des contraintes de structure ou de superficie ou de type de toiture pour les panneaux solaires? Je sais aussi qu'on voit parfois des pompes à chaleur en toiture. Est-ce que c'est une question que vous pouvez aborder? Et puis peut-être côté agroénergie, bon, nous, on s'était déjà vu il y a quelques temps et vous m'aviez assez bien expliqué comment il fallait prévoir l'implantation pour l'approvisionnement des silos. Donc, si vous pouvez tous les deux en dire un petit peu plus. Oui, alors je vais répondre pour notre partie. On a eu la question, j'ai essayé d'y répondre aussi par écrit dans le chat. Sur l'implantation des packs, alors nous, dans notre solution, dans le bouquet de solutions, ce qui va être le plus contraignant, ça va être l'implantation des packs. En chaufferie, ça présente quand même pas mal de contraintes. On doit avoir un local fermé. Il faut avoir des arrivées d'air qui sont conséquentes. Donc tout ça, c'est à dimensionner, mais ça peut présenter des contraintes qui sont parfois difficiles à passer. C'est pour ça qu'on privilégie plutôt l'implantation en cour ou en toiture, même mieux. En toiture, en revanche, il y a très peu de contraintes. Bien sûr que ça va nécessiter une déclaration préalable de travaux qui normalement est acceptée assez facilement auprès de l'urbanisme hors zone classée. Après, on ne peut pas s'affranchir d'une étude de structure en toiture. Le poids des packs n'est pas très élevé. Le poids du photovoltaïque non plus, il est surtout très bien réparti. On est sur des systèmes qui sont lestés, qui sont pas très très lourds. Donc non, ça ne présente pas beaucoup de contraintes en toiture. Le photovoltaïque, on peut également ne pas le mettre parce que ça prend plus de place, bien sûr, qu'une PAC qui ne va pas prendre énormément de place en toiture. Elles sont posées sur des plots anti-vibratiles. On peut également ajouter des solutions pour diminuer éventuellement l'émergence sonore. Pour le photovoltaïque, on peut s'en affranchir et passer à la solution sans photovoltaïque. La perte n'est pas énorme en termes de rentabilité, mais voilà, nous on le privilégie parce qu'on sait qu'on va gagner un petit peu plus, surtout en période chaude pour la production de CS avec les packs. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, très bien. Et Monsieur Dos Santos, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire aussi un peu plus? Oui. Côté biomasse, on demande généralement une vingtaine de mètres maximum entre l'aire de livraison du camion et le silo de stockage. Donc, typiquement, il y a des projets, des fois, où le local existant est à une centaine de mètres de l'aire de livraison. Et effectivement, ça rend assez compliqué, voire infaisable techniquement, le projet en biomasse. Voilà, une vingtaine, allez, 25 mètres. Alors, sur le cas du granulé, qu'on rencontrera quand même le plus fréquemment en rénovation, c'est deux conduits de 10 cm de diamètre qui parcourent le parking généralement ou des locaux techniques et qui courent depuis la façade avec donc une bouche extérieure où le camion le livreur vient brancher ses flexibles, eux-mêmes relayés à l'arrière du camion. Et donc, cette bouche, elle va depuis la façade jusqu'au silo de stockage. Et c'est ce conduit-là qu'on préconise de ne pas être trop long. Et donc, 25 mètres de longueur avec
le moins de coups à 90 degrés possible, quoi. On en met 2 parce que il faut pouvoir évacuer l'air pour ne pas créer de surpression au niveau du silo. Donc, il y en a un qui sert à l'arrivée des granulés et l'autre à l'extraction de l'air. Voilà. Merci. Alors, il y a encore d'autres petites questions qui sont arrivées. Alors, peut-être juste une question sur le méthane. Donc, pour vous, Monsieur Braque, il n'y a pas de modification à prévoir sur la chaufferie. La chaudière va fonctionner aussi bien et de la même manière que ce soit du biogaz ou du gaz naturel qui arrive dans le tuyau, c'est ça? Alors exactement, je vais même presque vous dire c'est incolore et inodore. C'est faux, parce qu'on l'odorise, le gaz, mais aujourd'hui, oui, non, c'est complètement compatible et avec exactement les mêmes appareils. Il y a déjà du biométhane d'injecté dans le réseau, donc il n'y a aucune incidence sur aucun appareillage thermique fonctionnant en gaz. Ok, merci. Alors, il y a une question qui est revenue sur le bruit, vous en avez parlé. Monsieur Hendrix, mais est-ce qu'il y a des contraintes légales pour le bruit des packs en toiture avec le voisinage? Là, je ne sais pas qui vérifie ça. Je ne sais pas si ça fait partie des choses que vérifient les instructeurs urbanistes quand ils font l'étude, ou si c'est plutôt des bonnes pratiques qui doivent être appliquées par l'installateur ou par le concepteur. Alors, effectivement, il n'y a pas de vérification par des instructeurs, mais effectivement, il y a une émergence sonore à ne pas dépasser normalement vis-à-vis des bâtiments voisins et adjacents. Les packs sont très silencieuses et on a la possibilité, quand on sent qu'il y a un risque particulier, ça peut être des couloirs de vent, ça peut être une proximité un peu plus importante que la moyenne, de mettre des sortes de ventelles acoustiques, donc des solutions pour venir casser totalement l'émergence sonore de la PAC. Mais on n'a pas plus de problèmes de bruit que ça. Et on n'a pas de problème de bruit dans la copropriété en elle-même parce qu'on désolidarise vraiment la PAC de la structure sur laquelle elle va être soutenue, sur le toit. Donc, on n'a aucune vibration qui se transmet entre la PAC et le bâtiment lui-même. Ok, parfait, ben, c'est très clair. Merci beaucoup. Je crois en tout cas, là, on a purgé toutes les questions qui ont été posées dans le chat et dans l'onglet questions-réponses. Voilà, ben, je remercie déjà tous les intervenants. Donc, vous remercierez M. Proutot qui a dû partir avant la fin. Il m'a dit il s'excuse d'être parti un peu hâtivement, mais il avait un train. Ok. Et puis donc pour les spectateurs là, qui sont encore là, on vous partage donc dès que le replay est en ligne, on vous partage par mail les supports de présentation que vous avez vus aujourd'hui et puis le lien vers le replay qui sera sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.